En 1945, nous écoutions le général de Gaulle à la TSF. Nous nous informions par le biais des journaux papier. On acclamait Jean Robic sur les routes du Tour de France. Louis Jouvet triomphait aux Français. Les femmes venaient d'obtenir le droit de vote. En 2019, nous faisons tout, ou presque, sur nos smartphones. Les réseaux sociaux sont apparus. Nous avons changé de République et près de 11 présidents se sont succédés. La télé est désormais en couleur, mais nous préférons regarder des films ou bien des séries sur nos tablettes et nos ordinateurs. La population française est passée de 40 à presque 70 millions de personnes. Bien des choses, donc, ont changé en 75 ans. Mais pourtant, une chose est restée inchangée. Le texte sur lequel on s'appuie pour juger les mineurs, l'ordonnance de 1945. Est-ce légitime de s'appuyer au XXIe siècle lorsque l'on veut juger un mineur sur un texte vieux de 75 ans, malgré les évolutions qu'a connues la société, malgré tout ce qui sépare un jeune de 2019 d'un jeune de 1945? En un mot, un mineur de 2019 doit-il être considéré et traité de la même façon qu'un mineur de 1945? Pour répondre à cela, nous allons montrer dans un premier temps que les principes de l'ordonnance sont toujours d'actualité. Nous verrons ensuite que nous devrons également prendre en considération les évolutions qui sont apparues entre 1945 et 2019. Tout d'abord, il semble légitime de s'appuyer sur l'ordonnance de 1945 car un mineur reste un mineur et que l'ordonnance de 1945, par bien des aspects, est toujours d'actualité. Existe-t-il des différences majeures entre un mineur en 2019 et un mineur en 1945? Moi qui suis jeune et né au XXIe siècle, sincèrement, j'en doute. Qui suis-je? Je suis une adulte en construction. Chaque année, je me sens plus autonome, mais j'ai encore besoin d'être guidée, soutenue, encadrée. Je cherche encore ma voie, je me sens partagée entre des aspirations diverses. Je me projette dans un avenir que j'envisage parfois avec clarté et sérénité, parfois moins. Il m'arrive parfois de mal agir. Je suis alors rappelée à l'ordre et ramenée dans le droit chemin. Mais j'ai l'excuse de la jeunesse. Et si j'étais mise en danger, au sein de ma famille, par mon environnement, je devrais être protégée. Cela est vrai pour moi maintenant. N'est-ce pas vrai pour tout jeune à n'importe quelle époque? La jeunesse est-elle vraiment différente au XXIe siècle? On pourrait sans trop s'avancer répondre que non. Un jeune, quelle que soit l'époque, reste un jeune. De plus, il semble légitime de s'appuyer encore sur l'ordonnance de 1945, car les principes qu'elle met en avant sont toujours valables actuellement. Il faut rappeler qu'au XIXe siècle, un enfant n'est pas vraiment vu comme un enfant, mais comme un adulte. Il est considéré comme tel et jugé de la même façon. D'ailleurs, au XIXe siècle, on représentait souvent en peinture les mineurs comme des adultes en miniature. L'ordonnance de 1945 a donc constitué une avancée majeure dans la justice des mineurs. En effet, elle impose l'idée qu'il faut sauvegarder et protéger la jeunesse et qu'il faut éduquer plutôt que punir. Rappelons qu'en 1945, au sortir de cette douloureuse épreuve qu'a constituée la Seconde Guerre mondiale, des familles n'avaient plus rien pour se reconstruire. Le plus souvent, certains membres de ces familles devaient commettre des délits comme les vols pour subvenir à leurs besoins. Beaucoup de jeunes étaient livrés à eux-mêmes et vivaient dans des conditions très difficiles. L'ordonnance de 1945 instaure alors une véritable justice spécifique aux mineurs, avec la création des tribunaux pour enfants, mais aussi des juges pour enfants. L'éducation surveillée, appelée de nos jours PJJ, est installée pour que le mineur ait droit à l'éducation. Les incarcérations, qui étaient la réponse la plus courante aux infractions il y a quelques décennies encore, deviennent exceptionnelles. Des mesures sont développées pour faciliter les réinsertions des jeunes dans la société avec des bases scolaires ou professionnelles. Ces éléments permettent de mieux comprendre pourquoi, actuellement encore, on s'appuie sur l'ordonnance de 1945. Mais cela n'empêche qu'il y a des évolutions, des changements. Nous allons maintenant voir que plusieurs facteurs modifient la manière dont les mineurs doivent être considérés par la justice. La société a changé. La fin des 30 Glorieuses inaugure une période qui offre moins de perspectives à une partie de la jeunesse, car les difficultés économiques augmentent. Du point de vue de la justice des mineurs, ce phénomène a deux conséquences. Il devient d'une part plus difficile d'assurer la mission éducative par l'ordonnance de 1945, l'insertion professionnelle des mineurs délinquants est plus compliquée à cause du déclin de secteurs comme l'industrie qui offrait jusqu'alors de nombreux débouchés. Le nombre de mineurs poursuivis augmente, ce qui complique la possibilité d'un suivi éducatif performant. De plus, de nouveaux délits sont apparus. Certains délits, entre 1945 et 2019, n'ont pas changé, mais d'autres s'ajoutent, de diverses gravités.
Par exemple, les réseaux sociaux sont actuellement très importants pour les jeunes et ont fait naître de nouveaux délits. Le cyberharcèlement en fait partie, qui touche beaucoup de jeunes et dont on ne parle pas assez. Enfin, on ne peut pas dire que l'on juge actuellement un mineur comme en 1945, car une série de décrets et de mesures a complété ou amendé l'ordonnance de 1945. Ainsi, en 1989, la Convention des droits de l'enfant est créée. Dans les années 90, on insiste sur une autre notion, la responsabilité des mineurs. Un mineur est capable de comprendre ses actes et par conséquent, il est capable de se remettre en question. Des mesures de réparation sont ajoutées. Qu'elles soient concrètes ou symboliques, elles permettent aux jeunes de prendre davantage encore conscience de ses actes et de lui offrir l'occasion de racheter sa faute. Apparaît également ce qui prendra le nom de la tolérance zéro. Tout acte délictueux a une réponse. Toujours dans les années 90, on considère que certains mineurs peuvent constituer un danger pour la société. On créait alors des centres éducatifs renforcés pour protéger celles-ci. À l'heure actuelle, c'est la contrainte qui a été renforcée. La comparution immédiate a été instaurée. Par exemple, si un mineur est surpris un matin à vendre des stupéfiants, il peut être jugé dans l'après-midi. Des prisons pour mineurs sont également créées. Mais surtout, au XXIe siècle, il y a une remise en question sur la spécificité des mineurs. Ainsi, un mineur déclaré coupable d'un crime sexuel pourra être jugé exactement comme un majeur. Un mineur de 2019 doit-il être considéré et traité de la même façon qu'un mineur de 1945 ? Nous avons vu qu'il était juste de se fonder sur l'ordonnance de 1945, car c'est un texte fondamental qui a apporté une profonde avancée. On peut cependant aussi considérer que la justice va continuer à évoluer, qu'elle va continuer à s'adapter à l'évolution de la société, aux mineurs, aux nouveaux délits qui naissent, aux nouveaux enjeux qui apparaissent. Ainsi, comment améliorer la prévention ? Comment mieux éviter la récidive ? Autant de défis que la justice des mineurs doit encore relever. Je vais éduquer ou à sanctionner. D'accord. Et ben, on va vous laisser lire. Cool. Allez-y, c'est parti. Chers jurés, on entend souvent dans l'opinion populaire que les jeunes d'aujourd'hui se comportent de moins en moins bien et que face à cela, la justice est trop laxiste. On oppose dans la conception du jugement d'un mineur la sanction et l'éducation. C'est une ligne de fracture dans de nombreux débats, par exemple lors du mandat de Nicolas Sarkozy en 2007, mais aussi chez la ministre de la Justice, Mme Taubira, en 2012. Or, le texte fondateur de la justice, l'ordonnance de 1945, donne la primauté sur l'éducation tout en ne négligeant pas la sanction, allant même jusqu'à parler de sanctions éducatives. On ne doit pas opposer sanction et éducation. Lors du jugement, ce sont les deux faces d'une même pièce. La sanction est partie intégrante de l'éducation. Ces deux dimensions sont profondément liées. La sanction est un regard tourné vers le passé, alors que l'éducation est un pari sur l'avenir. L'instant T du jugement est donc celui de faire le lien entre le passé délictueux d'un prévenu mineur et sa bonne réintégration dans la société. C'est pourquoi il existe une gradation, une hiérarchie entre la sanction et l'éducation. Naturellement, cela dépend de la faute commise par le mineur. Rappel à la loi, mesures de réparation, mesures éducatives, sanctions pénales peuvent être décidées suivant les cas lors du jugement. L'œuvre mise en place lors du jugement, dans 95% des cas, la justice prononce une sanction pénale à l'encontre des récidivistes. La sanction, vous allez me dire qu'elle arrive trop tard. Or, le contraire le montre par les chiffres, puisque dans 65% des cas, un jeune mis en cause n'aura plus affaire à la justice avant ses 18 ans. Faire le primat entre la sanction sur l'éducation est donc contre-productif. Souvent réaménagé, mais jamais supprimé, l'ordonnance de 1945 rappelle que le jugement est l'une des étapes dans la prise en charge du mineur par la justice, qui se doit d'enquêter sur lui et de prendre en considération le rôle des inégalités sociales afin de comprendre et de lui faire comprendre pourquoi il se retrouve devant le juge. Avant de chercher à éduquer ou à sanctionner, le juge doit d'abord penser à la pédagogie du jugement pour permettre aux jeunes de faire un retour critique sur ses actes et de reprendre une vie normale.
sans prise de conscience, sanctions comme éducation seront inefficaces. J'entends déjà les critiques, que cela prend trop de temps, que le mineur oublie parfois le sens de ses actes face à une justice trop lente au nom de ce besoin d'enquête et de pédagogie. Je vous dirais que c'est faux. Le taux de réponse pénale dans les affaires impliquant des mineurs est aujourd'hui de 94%, alors qu'il n'était que de 60% en 1994. Pour conclure, il n'est jamais simple de s'adresser à un mineur, surtout s'il est fautif de quelque chose. Dépasser l'opposition entre la sanction et l'éducation est plus que jamais nécessaire dans une société où tout va de plus en plus vite. Il faut avant tout prendre le temps de poser un jugement équilibré et intelligible. J'ai le droit à la lecture de mon texte Vous êtes libre. Aujourd'hui, c'est comme participant au projet Justice 2019 que je prends la parole devant vous. Lors du jugement d'un mineur délinquant, doit-on chercher à sanctionner ou à éduquer? Le projet Justice m'a mené à travailler un dossier fictif, dans lequel un mineur de 17 ans, Anthony Desportes, doit être jugé pour menace de mort avec couteau. À la première lecture, mes camarades de classe et moi, nous sommes facilement identifiés à Anthony Desportes. Ses parents sont séparés et est issu d'un milieu social fragile. Il n'a pas réussi ses études au collège et cherche sa voie dans l'enseignement professionnel. Il n'a pas de loisirs, il a connu la violence familiale sous fond d'alcool et de chômage. Anthony est malmené par la vie, il rend les coups qu'il a reçus. La violence est son seul langage. Sa voie semble toute tracée pour le mener vers la délinquance. Il y a beaucoup d'Anthony Desportes au lycée. Et d'instinct, nous l'avons pris en affection comme un frère. Son parcours n'est évidemment pas un exemple à suivre. Il y a d'autres chemins et de belles réussites à conquérir. Mais avons-nous tous assez de force pour nous choisir et échapper à la fatalité? Non. Nous savions, nous étions d'accord. Il fallait éduquer Anthony Desportes. Ne pas le sanctionner puisqu'il avait déjà été à la naissance. Il n'a pas eu la chance que nous avons eue. Il était victime du manque d'écoute, du manque d'ouverture, du manque de considération, du manque de tout. Revenons à la question. Elle semblait alors facile à résoudre. Lors d'un jugement d'un mineur délinquant, il faut chercher à éduquer. Le cas Desportes en est la preuve. Elle semblait facile à résoudre, pas sûr. Nous avons alors commencé les immersions au TGI de Béthune. Notre présence aux audiences, nos échanges avec madame la vice-présidente du tribunal, nous ont permis de réfléchir avec discernement, de faire un pas de côté, de porter un regard le plus juste possible sur la question que l'on se pose aujourd'hui. Notre première conclusion nous a alors semblé simpliste. Non seulement nous avions occulté la victime et sa souffrance dans notre raisonnement. La justice, par la sanction, ne doit-elle pas rappeler la loi aux mineurs délinquants et protéger les victimes potentielles? Mais nous avions également négligé un élément très important, le devenir d'Anthony Desportes. Plus on avançait dans l'étude du dossier, plus on échangeait avec madame la vice-présidente d'audience, avec des avocats, avec nos professeurs, plus nous étions dubitatifs. Si la justice ne sanctionne pas le mineur délinquant, n'est-il pas condamné à commettre des actes bien plus graves encore? Comment peut-il prendre conscience de la gravité de ces actes sans sanction? La non-sanction n'aboutirait-elle pas à une inévitable incarcération quelques années plus tard? À une autodestruction? Ne pas le sanctionner, n'est-ce pas le condamner à une sanction différée bien plus lourde? À notre niveau, combien de fois avons-nous constaté au collège qu'un professeur qui nous laissait agir en toute puissance au fond de la classe nous condamnait à l'échec scolaire, alors que celui qui nous remontait les bretelles et nous donnait du travail nous permettait de progresser? Notre réponse définitive est plus nuancée. Pour reconnaître la victime et en parallèle permettre aux mineurs délinquants une prise de conscience, la justice doit chercher à éduquer mais aussi à sanctionner. Mais quelle sanction? Une sanction à dimension éducative, une sanction adaptée et progressive bien sûr. Les mots prévention, éducation, sanction, réparation, réinsertion proposent des réponses progressives à la délinquance des mineurs.
L'objectif principal est la mise en place de la mesure la mieux adaptée pour permettre aux mineurs de retrouver sa place dans la société, d'avoir une chance d'y construire une vie digne. Les mots sanctionner et éduquer ne s'opposent pas, ils sont complémentaires. Je suis un élève de lycée professionnel, mesdames, messieurs, je n'ai pas les connaissances d'un étudiant en droit. Le cheminement que je viens de vous proposer est le fruit du projet Justice. Il m'a permis de réfléchir en profondeur sur l'essence des verbes sanctionner et éduquer. Je conclurai donc sur une citation qui résume bien ma pensée. Sanctionner en éduquant, éduquer en sanctionnant. C'est la mission de la justice des mineurs qui, constamment, doit faire comprendre pourquoi le jeune est présent devant elle. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, vous avez 10 minutes. L'ordonnance de 1945 affirmait l'importance d'éduquer les mineurs plutôt que de les réprimer. La question fait encore débat aujourd'hui. Quelle place donner à la sanction? Quelle place donner également à l'éducation? Alors oui, je dis oui avec conviction, il faut sanctionner. Sanctionner pour que le mineur prenne conscience de ses actes et de leur gravité. Sanctionner pour qu'il regrette l'acte commis. Sanctionner pour éviter le sentiment d'impunité et la récidive. Par conséquent, ayons également une pensée à la victime qui a besoin d'être reconnue aux yeux de la justice, aux yeux de tous. Il faut sanctionner pour marquer la limite entre le bien et le mal. Mais pour comprendre cette limite, ne faut-il pas avant tout éduquer? Car une sanction incomprise pourrait engendrer un sentiment d'injustice, la colère, voire la haine de la société. Par ailleurs, ne faut-il pas également se demander comment le mineur en est arrivé là? Et à ce moment-là, qui est la victime? Est-ce la société qui est victime de la jeunesse délinquante, ou bien est-ce la jeunesse délinquante qui est victime de la société? Ces mineurs délinquants sont comme vos enfants. Ce sont vos enfants. Ce sont les adultes qui ont la responsabilité d'éduquer les enfants. Il est de notre responsabilité de les éduquer. Vous savez que l'éducation n'est pas une sinécure. Retenez cela. Seule l'éducation développera leur sens moral. Seule l'éducation leur apprendra ce qu'est la responsabilité. Elle les aidera à se construire. Elle donnera une seconde chance à ceux qui, pour beaucoup, n'ont pas vécu dans un environnement stable et ont dû être livrés à eux-mêmes très tôt. Elle leur donnera de nouveau confiance en eux-mêmes. Elle leur apprendra à faire confiance aux autres. Elle leur apprendra à faire confiance à une société dont ils respecteront désormais les règles. Car finalement, l'objectif principal est de les réintégrer à la société et non de les retourner contre la société. Merci. Merci. Alors, vous avez entre 5 et 10 minutes. On vous écoute. Merci. Le ministre a annoncé le 21 novembre 2018 que le Parlement allait réformer l'ordonnance de 1940 sur la justice des mineurs pour la rendre plus efficace. Il faut savoir que cette législation prévoit une protection particulière, non seulement aux mineurs de moins de 18 ans, mais aussi jusqu'à l'âge de 25 ans. Cette législation prévoit une protection particulière. Non, je l'ai pas dit, excusez-moi. Les mineurs subissent plusieurs réformes. Cette ordonnance a pour but de favoriser l'éducation plutôt que la répression. Pourquoi punir? Dans quel but et comment? Voici les questions auxquelles sont confrontés les juges. Le chemin de l'enfant vers l'âge adulte passe par 4 paliers. J'ai le droit de tout faire, je suis le centre du monde, je veux tout et tout de suite, je peux avoir tout ce que je veux. Or, la remise en cause de ces paliers passe nécessairement par la frustration qui s'apparente à une sanction. Ainsi, la sanction est nécessaire à l'éducation. Les mineurs ne comparaissent devant un tribunal qu'à titre exceptionnel. Après un délit, ils sont généralement entendus en cabinet d'audience par le juge des enfants. À ce stade, il peut décider
On peut décider d'une leçon de morale assortie à un simple rappel à la loi. Il peut aussi prononcer une sanction ou présenter le jeune délinquant devant le tribunal. Le juge sera plus ou moins conciliant selon l'âge du mineur. Quand le juge prononce une sanction, celle-ci a pour but de faire comprendre la gravité de sa bêtise et l'inciter à réagir et à changer d'attitude pour lui ôter l'envie de recommencer. Mais parfois, la sanction peut avoir un effet négatif et provoquer chez le jeune un sentiment de vengeance. La personnalité et le caractère du mineur est à prendre en compte. La sanction, pour être comprise, devra être adaptée, admise par le jeune mineur pour pas qu'il le ressente comme une injustice. Aussi, la première fois, le juge, pour éviter cela, préférera une solution moins traumatisante, en le réprimandant sévèrement et en le menaçant d'une sanction plus forte au cas où de récidive. La peine présente par elle-même une valeur éducative et aide le jeune à devenir un citoyen responsable. Pour montrer le rôle primordial de l'éducation, Victor Hugo a dit « Ouvrez une école, vous fermerez une prison ». De plus, la mesure éducative devra inclure les parents civilement responsables des actes de leurs enfants. Le caractère du juge est aussi important. Certains seront plus répressifs alors que d'autres seront plus éducatifs. Ils doivent appliquer la loi et faire changer le mineur. Punir ou éduquer nous amène à nous interroger sur le rôle de la justice. Quel est le rôle de la justice? Elle doit protéger les citoyens. Comment? Premièrement, en exigeant réparation des dommages causés. Deuxièmement, en évitant que les délits soient commis ou recommencés. Elle a pour ce faire deux moyens, la persuasion ou l'éducation, ou la peur. Comment la justice peut éviter que les délits soient commis? En donnant à ses jugements valeur d'exemple. Si quelqu'un qui commet des délits ou de grands excès de vitesse a son permis retiré, la plupart des gens vont rouler prudemment pour garder le leur. Comment la justice peut lutter contre la récidive? En faisant preuve d'éducation, c'est-à-dire en faisant œuvre de pédagogie pour faire comprendre la gravité de son geste au délinquant, mais cela implique que le prévenu reconnaisse sa faute et soit accessible à la morale. Puis, en punissant, petite digression, c'est un moyen radical de prévenir la récidive et la prison. On ne peut être en prison indéfiniment. Pour être efficace, il faut que la peine soit adéquate et proportionnée. Elle doit être suffisamment sévère pour faire comprendre la gravité de son acte au jeune. Mais elle ne doit pas être excessive pour ne pas engendrer un sentiment d'injustice ou une frustration qui suscitera chez le condamné une rancœur vis-à-vis de la société et de ses institutions, qui le pousseront, en se sentant rejeté, à vouloir se venger et en commettant d'autres délits. Nous pouvons donc en conclure que la justice doit éduquer et que même quand elle punit, elle éduque. Merci. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Laliane Douche, je suis en seconde et je représente le lycée du Nord-Dover dans ce concours. J'ai décidé d'aborder aujourd'hui le sujet numéro 1 qui traite de la décision à prendre lors du jugement d'un mineur, afin qu'il ne refasse pas les mêmes erreurs. Et je vais tenter de répondre à cette question compliquée qui est: vaut-il mieux sanctionner le mineur afin qu'il réagisse face à la situation dans laquelle il s'est mis, ou vaut-il mieux l'éduquer et donc lui proposer des mesures éducatives afin qu'il puisse changer son comportement et apprendre à respecter les règles et les lois? C'est en effet une question très difficile puisque cette décision de justice dépend de plusieurs facteurs. Avant de citer ces différents facteurs, je pense qu'il faut rappeler que c'est le juge des enfants, magistrat en charge des mineurs délinquants ou en danger, qui est compétent pour prendre la décision judiciaire. Mais aussi qu'un mineur ne peut être condamné qu'au maximum, à la moitié de la peine encourue par un adulte. Le premier facteur qui intervient dans cette décision de justice est sans doute le plus important et bien entendu la gravité de l'infraction commise. En effet, un mineur ayant commis un crime important, tel qu'un braquage ou un meurtre, sera forcément condamné sévèrement, même s'il montre une volonté de se repentir et qu'il souhaite changer de comportement. Le deuxième facteur qui intervient dans cette décision est le casier judiciaire du jeune. En effet, face à un mineur récidiviste ne donnant pas l'impression de comprendre la gravité de ses actes, le juge pourrait alors proposer une peine telle qu'un emprisonnement qui pourrait alors faire l'effet d'un électrochoc chez le jeune. Il se rendrait alors compte de la gravité de la situation dans laquelle il s'est mis. Mais face à un jeune qui possède un casier judiciaire vierge, le juge peut alors être plus clément dans sa décision. Le troisième facteur qui intervient dans cette décision est la personnalité du prévenu. C'est-à-dire, par exemple, s'il se montre plus ou moins respectueux devant le juge, s'il montre une volonté de changer de comportement, ou encore s'il possède un caractère plus ou moins agressif ou indiscipliné. Enfin, selon moi, le dernier facteur qui intervient dans cette décision judiciaire est le foyer social et familial dans lequel le jeune évolue.
Donc, par exemple, un jeune vivant dans un cadre stable, avec des parents prêts à le surveiller et à lui inculquer de bonnes valeurs, ce serait alors un jeune qui nécessiterait moins d'attention de la part du juge qu'un jeune vivant dans un foyer dans lequel les parents ne s'occupent pas ou plus de leurs enfants. Ce sont donc ces 4 facteurs, selon moi, qui interviennent dans la décision de justice. Dans la plupart des cas, cependant, je pense qu'il faut privilégier d'abord les mesures éducatives avant de condamner un jeune. En effet, si la loi dit qu'un mineur ne peut être condamné qu'au maximum à la moitié de la peine encourue par un adulte, c'est bien parce qu'il est considéré trop jeune pour avoir une entière conscience de ses actes. C'est bien d'ailleurs ce que prouve la loi de 1945 qui crée les juges pour enfants ainsi qu'une justice particulière pour les mineurs. À un âge où de nombreux changements s'opèrent, où l'on est amené à faire des choix déterminants dans sa vie et où l'on cherche à définir sa propre identité, on fait différentes expériences qui peuvent parfois nous mettre en faute. Lorsqu'on est enfant, on commet tous des erreurs puisque l'on n'a pas encore appris les règles et les limites, mais certains d'entre nous commettent des erreurs plus importantes. Mais il faut alors leur rappeler la loi et les éduquer afin de ne plus commettre ces erreurs. Cependant, la sanction n'est sûrement pas une bonne idée pour ces jeunes qui, peut-être, n'ont même pas appris ces règles à respecter dans leur foyer. Il faut alors les placer dans un foyer plus accueillant, qui va leur rappeler ces lois et leur permettre d'apprendre à être un futur citoyen correct. La sanction, enfin, est sûrement à éviter, puisqu'à un âge si jeune, loin de sa famille, loin de ses amis, dans l'impossibilité d'étudier et donc de préparer son avenir au mieux, il vivra très mal cette détention. Les années précédant la majorité sont cruciales dans la vie d'un futur citoyen. Il serait dommage de le priver de celle-ci s'il montre une volonté de changer son comportement et qu'il possède un casier judiciaire vierge. En définitive, je pense qu'il faut toujours prendre en compte ces 4 facteurs que sont la gravité de l'infraction commise, le casier judiciaire du jeune, le foyer social et familial dans lequel il évolue et sa personnalité pour prendre cette décision de justice. La sanction, qui est souvent inefficace à cet âge et qui d'ailleurs peut être évitée par un bon comportement du jeune, doit rester exceptionnelle. Je pense qu'il faut toujours privilégier les mesures éducatives à un âge où les actes ne sont pas réfléchis. Gardons toujours à l'esprit qu'un jeune qui a conscience de son infraction ou de son délit et qui se repentit est un jeune en passe de suivre et de trouver un chemin plus vertueux. La priorité va donc rester à l'éducation selon moi, mais n'oublions pas que parfois la sanction peut avoir une fonction éducative. Merci de votre attention. Bien. 1979. C'est la date à laquelle la Suède a proscrit les violences contre les enfants. En France, il a fallu attendre 2018 pour que la loi contre la fessée puisse passer après des années de débats. Cela n'a jamais tué personne, nous expliquent certains. Et d'ailleurs, on se souvient avec malice des Confessions de Rousseau, où l'auteur avoue avoir particulièrement apprécié la première fessée reçue par sa jeune bonne, Mademoiselle Lambertier. Mais plus sérieusement, d'autres s'indignent et rétorquent avec force qu'on n'éduque pas par la peur. Désormais, l'éducation en France se fait sans violence, ni psychologique, ni physique. Mais qu'en est-il de la justice? Lorsqu'on se retrouve face à un jeune délinquant, faut-il chercher à punir ou à éduquer? L'ordonnance du 2 février 1945 essaie de privilégier l'éducatif sur le répressif en France. Mais on perçoit de plus en plus dans l'opinion publique et chez les politiques une volonté de sanctionner plus rapidement et plus lourdement. Que penser? Qui aime bien, châtie bien, nous dit l'adage. Mais comment bien châtier? Comment être juste? Avant de nous engager dans ce débat, posons-nous cette première question. Qu'est-ce qu'un jeune délinquant? C'est un jeune de 13 à 17 ans qui a enfreint une norme de conduite définie par la loi. Un jeune de 13 à 17 ans. C'est à cet âge-là que l'adolescent, l'enfant, se façonne. Et c'est à cet âge qu'il peut être... Et c'est à cet âge qu'il peut être influencé positivement comme négativement. Je vais vous poser cette seconde question. Comment un adolescent peut-il tomber dans la délinquance? Un enfant, ayant vécu dans un milieu où le père et la mère est violent, aura plus de risques de le devenir. Montrons-lui qu'il y a d'autres manières de s'exprimer. Un enfant, ayant vécu dans la misère, se laissera plus facilement aller au vol ou au trafic. Il voudra gagner de l'argent facile. Montrons-lui qu'il y a d'autres manières de gagner sa vie. Un enfant, ayant été
Un enfant, ayant été négligé par ses parents, voudra oublier ses problèmes et se laissera aller dans la drogue ou l'alcool. Montrons-lui qu'il y a d'autres solutions de les oublier et de les régler. Faire le choix d'emprisonner ses enfants, de les sanctionner lourdement, ne permettrait pas de prendre conscience de la mesure de leurs actes, car elles reproduisent le seul exemple, la seule manière qu'ils connaissent de s'exprimer. Éduquons-les. Enseignons-leur les valeurs, les bonnes valeurs, avant de les sanctionner. Ouvrez des écoles, fermerez des prisons, expliquait Hugo. C'est pour cette raison que l'ordonnance de 1945 prévoit un corps de magistrats, des juges des enfants, pouvant prescrire des mesures éducatives diversifiées et en assurer le suivi. Ainsi, un jeune pourra réaliser un stage en milieu ouvert dans une association. Il pourra être placé en foyer pour être protégé ou dans un centre d'éducation d'aide à l'enfance. D'ailleurs, des pédagogies, des psychologues et des médecins avertis des problèmes de rééducation travaillent en collaboration avec des juges. Mais j'entends déjà quelques voix s'élever. Cette vision des choses ne serait-elle pas utopique? Car si on se réfère à des rapports de policiers ou d'élus sur le terrain, la délinquance fait tellement partie du paysage que certains le conçoivent comme un projet de vie. Et ce serait se cacher les yeux que de l'ignorer. C'est le constat que fait Jean Venet, un adjoint au maire de Chambéry. Dort, en ce moment, en prison, un jeune, qui aura 18 ans un jour prochain. Dès l'âge de 13 ans, tout le monde sait que ce sera un gangster. À l'âge de 10 ans, il est arrêté pour conduite sans permis. Très intelligent, il fait une carrière de délinquant. Faire carrière dans la délinquance, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. La menace de la prison dans ce cas, d'une punition sévère, dissuaderait les jeunes de commettre des délits, car rien n'encourage plus à la délinquance que le sentiment d'impunité. Je vais me permettre d'ajouter ces quelques mots. Ayant moi-même 16 ans, je peux vous dire que certaines choses sont difficiles, et que l'on surmonte des choses parfois insurmontables. Mais on finit toujours par s'en sortir. Nous apprenons encore énormément de choses. Nous apprenons plus vite de nos erreurs. Et c'est pour ça qu'il faut croire en le pouvoir de l'éducation. Il faut croire en le pouvoir de la parole. Et il faut garder espoir. Merci. Allez-y. Mesdames, Messieurs, il est logique qu'un délit soit sanctionné. Pourtant, l'ordonnance de 45 donne la primauté à l'éducation. Moi, je pense qu'il faut surtout chercher à éduquer un mineur délinquant lorsqu'il commet un délit. Il s'agit avant tout de jeunes pas forcément matures, qui agissent et après regrettent et qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font. De jeunes qui ont de sérieux problèmes à l'école ou dans leur famille. De jeunes qui ont une mauvaise fréquentation. Pourquoi chercher à sanctionner sévèrement le mineur délinquant sans le connaître vraiment? Pourquoi chercher à enfoncer ce jeune en souffrance, cet adulte en construction? Pourquoi? Ne juge pas les gens par les erreurs qu'ils ont commises, mais par ce qu'ils ont appris de celles-ci. Retenez bien qu'un délinquant est naïf et peut regretter par la suite ses erreurs. Retenez bien qu'une personne peut changer et s'améliorer par la suite. Retenez bien que l'éducation est cruciale. Un adolescent doit se chercher, se trouver, il fait sa crise d'adolescence et cela peut mener à faire de mauvais choix, comme par exemple des délits. Il existe de nombreux préjugés sur les jeunes, comme par exemple les jeunes de banlieue dealent ou brûlent des voitures, les jeunes sont tous les mêmes, les jeunes ne respectent rien. Il faut lutter contre ces stéréotypes. Chaque jeune est différent d'un autre. Nous n'avons pas la même façon d'agir ou de penser, et c'est pour cela que je pense qu'il faut arrêter de mettre tous les jeunes dans le même panier. Ce n'est pas parce que l'on vient d'une banlieue que cela veut forcément dire que l'on doit dealer ou rouler des voitures ou des maisons. Ce n'est pas parce que l'on porte une casquette que cela veut dire que nous sommes une mauvaise personne. Encore une fois, il faut arrêter de mettre les jeunes dans le même panier. Ensuite, il faut arrêter de croire qu'un passage par la prison apportera un cadre et permettra de remettre le jeune sur le droit chemin. Certes, certains apprennent de leurs erreurs, mais d'autres, malgré un avertissement de la justice, continueront à commettre de nombreux délits. Un adolescent avec du soutien, de l'aide, de l'intention peut changer. C'est pour ça qu'il est important d'écouter ces jeunes, les comprendre, être là pour eux.
et seul l'éducateur sait faire ces choses-là. De nombreux adolescents arrivent à changer grâce à l'aide d'un éducateur. C'est pour cela que je pense que l'éducation est la meilleure chose pour aider un mineur délinquant à s'en sortir. Et c'est pour cela que j'espère que le projet de réforme de l'ordonnance de 45 continuera de donner la préférence à l'éducation plutôt qu'à la sanction. Merci. Mesdames, messieurs, sanctionner ou éduquer? La rubrique des faits divers de ce matin nous indique qu'un mineur va être jugé aujourd'hui pour avoir volé dans un magasin. Intéressons-nous de plus près à cette affaire. L'article ne nous précise ni l'âge de ce mineur ni son sexe. Ce n'est pas si grave. Cette jeune personne a volé suite à un pari avec un ami. Pour le réussir, ce pari, il devait rentrer dans un magasin et voler un objet. Mais quel objet? Peu importe son prix, sa valeur, mais il fallait franchir le pas, voler. Après être rentré dans le magasin, il repère le Graal, l'objet du désir, celui qui lui permettra de triompher. Il s'en empare et tel un chevalier victorieux rejoint la sortie. Mais, malheureusement pour lui, heureusement pour le propriétaire, ce dernier s'en aperçoit et interpelle l'intéressé. S'ensuit une joute verbale entre les deux individus. Une lutte féroce entre David et Goliath. Contredisant la fin attendue, Goliath triomphe, appelle la police et porte plainte. Notre mineur est arrêté et interrogé par la police. Quelques semaines sont passées entre le jour de l'incident et aujourd'hui, jour du jugement et de la rencontre avec le juge. À l'issue de ce procès, deux choix vont s'offrir à notre juge. Soit sanctionner notre mineur, soit prendre des mesures éducatives à son égard. Que choisira notre juge? On ne le saura que dans l'édition de demain. Et vous, que pensez-vous que le juge fera? Sanctionner ou éduquer? Et vous, que feriez-vous à la place de notre juge? Sanctionner ou éduquer? La majorité de l'opinion publique sanctionnerait notre mineur pour ce qu'il a fait. Mais ne serait-il pas mieux pour lui de prendre des mesures éducatives? Tout d'abord, lorsque notre mineur a perpétré son acte, il n'avait pas forcément conscience de la gravité de celui-ci. Vous imaginez? Vous, un enfant d'une dizaine d'années, qui vole ou abîme un bien public, a-t-il vraiment, selon vous, la conscience de la gravité de ce qu'il a commis? Cet enfant rentre dans la même catégorie que celui qui n'arrive pas à évaluer le danger, par exemple, quand ce dernier traverse la rue sans regarder, ou qu'il utilise un objet électrique ou électronique alors qu'il est dans l'eau. C'est la même chose. Nos deux individus n'ont pas encore acquis le sens du danger ou de la gravité de la chose. Pourquoi, selon vous, ne les ont-ils pas acquis? Leur âge? Un manque de cadre familial? Un milieu social défavorisé? Dans le passage à l'acte, le milieu familial ou le milieu social de notre mineur va y jouer un rôle important. Croyez-vous qu'un jeune vivant dans une famille paisible, aux revenus moyens, n'ayant pas de problèmes familiaux particuliers, habitant dans un quartier paisible, va-t-il avoir, selon vous, le même éducation et le même accompagnement qu'un jeune vivant dans un quartier défavorisé et dans une famille où le conflit règne? Le croyez-vous vraiment? Je pense, et j'en suis sûre, que ces paramètres vont y jouer un rôle important dans le passage à l'acte. Pour éviter qu'il récidive, ou pour qu'il apprenne de ses erreurs, nous allons l'éduquer plutôt que de le sanctionner. Plusieurs mesures éducatives existent à ce jour. Il y a notamment la liberté surveillée, qui implique un suivi du service de la protection judiciaire de la jeunesse, qui va, grâce à ses éducateurs, aider et accompagner notre mineur à se construire ou à se reconstruire. Les éducateurs vont ensuite l'aider sur un plan social, scolaire, professionnel,
et familiale. Il y a également des mesures un peu plus fortes, comme le placement dans une famille d'accueil ou dans un foyer, qui va permettre au mineur de recevoir une meilleure éducation et de lui apprendre les normes et les valeurs de la société que ses parents ne lui ont pas inculquées. D'ailleurs, ces adultes-là ne sont-ils pas responsables de leur enfant et de leur éducation? Quelque part, ne trouvez-vous pas qu'ils sont impliqués dans le passage à l'acte de leur progéniture? C'est de leur faute si leur enfant ne connaît ni les normes et les valeurs de la société dans laquelle il vit, ni la notion d'acte délinquant. C'est pour cela qu'il faut éduquer plutôt que sanctionner, pour apprendre toutes ces règles et mesures à celui qui ne les connaît pas ou qui ne les a pas intégrées. Pour finir, les mesures éducatives peuvent avoir un impact positif dans la vie et dans l'avenir de notre mineur. Si un jeune de plus de 10 ans passe devant le juge, ce dernier peut prendre certaines mesures qui peuvent l'aider à construire son avenir. Il peut notamment être placé dans un centre d'accueil de jour qui lui permettra à la fois de rester auprès de sa famille tout en recevant une meilleure éducation. Pour des mineurs plus âgés, cette mesure d'activité de jour peut leur permettre de découvrir le monde professionnel grâce à des stages en entreprise qui lui permettra de découvrir le monde professionnel. Les éducateurs vont ensuite l'aider et accompagner à préparer son avenir et lui permettre une insertion professionnelle réussie. Souvent, ces jeunes côtoyant ce centre sont déscolarisés ou en lien particulièrement difficile avec le milieu scolaire. Croyez-vous que c'est en sanctionnant et en imposant une punition aux mineurs délinquants qu'il va avoir un avenir? Croyez-vous vraiment que c'est comme cela qu'il va pouvoir avoir une insertion professionnelle réussie? Croyez-vous vraiment que c'est comme cela qu'il va pouvoir avoir un travail? Grâce aux mesures éducatives, il va pouvoir faire cela. D'autres mesures vont aussi compléter son éducation. Ainsi, dès 13 ans, il va pouvoir suivre des stages de citoyenneté. Cela lui permettra de se rendre compte des conséquences de son acte, de le responsabiliser dans son rôle de citoyen, ainsi que de lui faire prendre conscience de ses droits et obligations dans la vie en société. Il ne pourra faire tout cela que si le juge ne le sanctionne pas. Si notre juge venait à décider de sanctionner notre mineur, ne serait-il pas une erreur de sa part? Imaginez, notre jeune n'a plus de 13 ans. Il peut donc séjourner en maison d'arrêt. Dans cette maison d'arrêt, d'autres jeunes y sont incarcérés. Tous ont commis un acte délinquant de nature différente. Tous ont eu un souci avec la justice. Tous ont commis un acte délinquant aux yeux de la loi. Tous. Et notre jeune va se retrouver là, au milieu de ce petit monde de délinquants. Et là est le problème. Durant son séjour, il va parler, il va communiquer avec les autres adolescents. Il va se socialiser. Il va se socialiser à la délinquance. Il va probablement tomber dans une spirale de délinquance. Ou, comme dirait Howard Baker, un célèbre sociologue américain, il va faire carrière dans la délinquance. Il avait déjà volé une fois. À sa sortie de maison d'arrêt, il recommencera. Plus souvent cette fois. Ensuite, il sera étiqueté comme tel, comme un voleur juvénile. Puis, cela va avoir des conséquences sur sa vie quotidienne. Ses amis vont peut-être l'exclure. Sa famille ne va peut-être plus vouloir de lui. Enfin, il va rejoindre un groupe organisé et deviendra un scélérat, un malfaiteur, un bandit, un gangster. C'est cela que vous voulez pour ce jeune? C'est cela que vous voulez pour ce jeune qui a perpétré cet acte juste à la suite d'un pari stupide? Vous allez me dire qu'il n'aurait pas dû accepter ce pari. C'est vrai. Mais nous oublions souvent une chose. Nous ne pensons jamais assez au poids de la société sur les individus. Ici, ce jeune fut fortement influencé par ses amis.
C'est eux qui ont eu l'idée de ce pari. S'ils ne l'avaient pas réalisé, ces derniers l'auraient vu comment? Comme un incompétent? Comme un incapable? Comme un lâche? Ce jeune fut obligé, c'est tout. Le sanctionner ne changerait rien. Pire, cela aggraverait sa situation. Enfin, imaginez, notre jeune est âgé d'une quinzaine d'années. Et il est condamné à payer une amende d'environ 5 000 €, plus les dommages et intérêts. Où croyez-vous qu'il va trouver tout cet argent? Peut-être que ses parents vont l'aider dans le paiement. Mais à un moment ou un autre, il va devoir les rembourser. Avant même de commencer sa vie, ce jeune va avoir une dette envers quelqu'un. Et ce n'est pas une petite dette. Dès les premiers salaires perçus, une partie ne va pas lui revenir. Et cela pourrait le mettre potentiellement en difficulté dans sa situation. Mettez-vous quelques instants à sa place. Vous commencez à travailler et votre salaire n'est pas élevé. Vous avez du mal à subvenir à vos besoins à la suite des impôts, du loyer, des factures. Vous voyez? En plus de tout cela, payer une dette parce que vous avez commis un acte délinquant dans vos jeunes années. Un acte que vous regrettez qu'il se soit passé parce que c'était à la suite d'un pari stupide. Sanctionner ce mineur n'y changerait rien. Cela aggraverait sa situation. N'oublions pas une chose importante. Ces mineurs délinquants ne sont que, pour le moment, des enfants ou des adolescents, mais ce sont les futurs adultes de demain. Mieux ils seront éduqués par la justice et par la nation, meilleurs adultes de demain ils seront. Merci. 11 minutes 40. 11 minutes 40. Un mineur sur 5. Un mineur sur 5 récidive dans les 5 ans. Les citoyens, comme vous et moi, peuvent se poser la question: quelles sont les réelles mesures mises en place par l'État et la justice française pour lutter contre la récidive chez les jeunes délinquants? Pour commencer, nous pouvons définir le contexte de la délinquance chez les mineurs, c'est-à-dire s'intéresser en amont aux raisons qui poussent un jeune à commettre des actes de délinquance. Un mineur délinquant est très souvent un enfant ou un ado qui présente une carence éducative, d'une part dans le cadre familial, d'autre part dans le cadre extrafamilial. J'entends par là le cadre scolaire. Aujourd'hui, près de 23% des familles sont monoparentales et près de 150 000 jeunes sortent du système scolaire sans diplôme ou sans qualification. Aussi, un mineur dépourvu de cadre familial ou scolaire peut plus facilement se laisser entraîner dans des actions délictueuses, dans la mesure où il y livré à lui-même, sans repère adulte. Face à ce genre d'action, il est important de ne pas laisser le mineur impuni, sinon il a tendance à recommencer et donc à devenir un récidiviste. Il faut donc que le jeune soit pris rapidement en charge par la justice, qui doit agir aussi plus vite et adapter les mesures punitives et éducatives en fonction de l'âge du mineur et des faits qui lui sont reprochés. On traite en effet pas de la même manière un adulte et un enfant, sauf dans le cas de la récidive où le cas d'être mineur ne prend plus effet. Aujourd'hui, la justice fait face à une recrudescence du nombre de mineurs délinquants âgés de 16 à 18 ans. Il est donc crucial que les mesures soient mises en place durant ces 2 années de l'adolescence afin d'éviter que la situation s'aggrave. C'est pourquoi un premier programme de prévention à l'intention de ces jeunes a été mis en place, qui consiste à généraliser la réponse pénale, augmenter les mesures de réparation imposées aux primo-délinquants, ainsi que de recourir à des procédures rapides de jugement avec une présentation immédiate au parquet. En aval, pour répondre aux actes délictueux de ces jeunes récidivistes, il existe 3 grands types de centres.
Tout d'abord, la maison d'éducation, qui sert aux mineurs lorsque les mesures de surveillance et d'assistance personnelle se révèlent insuffisantes. Le mineur peut être placé dans un établissement d'éducation qui rétablira un cadre socio-éducatif. Il existe également les centres éducatifs renforcés, dits CER, pour les mineurs délinquants multirécidivistes qui sont placés dans cet établissement pour une durée de 3 à 6 mois, afin de préparer leur réinsertion ainsi que de créer une rupture volontaire avec leurs conditions de vie. Enfin, les centres éducatifs fermés, dits CEF, où les mineurs sont sous une surveillance appropriée, ainsi qu'un régime éducatif et pédagogique renforcé, adapté à leur personnalité. Ce genre de centres sont fermés, mais ne s'apparentent pas à des centres pénitentiaires. Ils sont destinés aux mineurs déjà bien ancrés dans la délinquance, et ce placement dans les CEF a pour objectif de répondre à la nécessité d'une meilleure prise en charge de ces mineurs multirécidivistes. Pour faire simple, il s'agit d'une 50aine de petits internats fermés répartis partout en France, pouvant accueillir de 8 à 10 jeunes, où sont proposées des activités d'enseignement et de formation professionnelle. Le but est de leur réapprendre la vie du quotidien, ainsi que la vie en société. Vous pourriez me dire, pourquoi ne pas élargir la capacité d'accueil de ces centres, compte tenu du nombre croissant des mineurs délinquants? Ainsi, je vous répondrai qu'il est préférable que l'efficacité des mesures éducatives serait nettement atténuée. Ainsi, il est préférable et même prévu que d'ici 2021, 20 nouveaux CEF voient le jour afin de subvenir aux besoins éducatifs de la justice. Comme l'a dit la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, à l'Assemblée nationale le 18 décembre 2018, je cite, « Il faut agir plus vite ». Pourquoi ces propos? Car il arrive souvent qu'un mineur doive attendre 3 mois, 6 mois, 12 mois, voire même 18 mois avant d'être jugé. Imaginez-vous attendre plus d'1 an pour votre jugement? Imaginez-vous 1 an dans la vie d'un mineur? C'est énorme. 1 an peut vous paraître court dans votre vie d'adulte, mais pour nous, adolescents, c'est bien plus. Durant cette année impunie, l'ado délinquant est comme un enfant en danger qu'il faut aider et accompagner pour éviter qu'il recommence. Ce sont les propos de l'UNICEF. Ainsi, même si la récidive chez les mineurs délinquants n'est pas une maladie, des remèdes sont mis en place. Comme nous l'avons vu, les effets de ces remèdes sont plus ou moins efficaces à long terme, puisque aujourd'hui, 60% des jeunes récidivent après leur majorité. Mesdames, Messieurs, merci de m'avoir écouté. Merci, monsieur. Merci. Ça y est, 38.